Parfait, donc bienvenue à toutes et à tous pour ce Brain to Brain Network ici à la gare de Neuchâtel. Petite intro par rapport à l'association AI Suisse, que certains connaissent déjà. Pour les autres, l'association essaye vraiment de créer des liens dans le monde de l'IA. On essaye d'ouvrir toute la discussion autour de cette technologie qui avance très très vite et qui va chambouler nos sociétés, nos économies, etc. Donc, le but de ces plateformes-là, comme le Brain to Brain que vous avez ici, Network, c'est d'être le plus participatif possible. Il y a aussi les Brain to Brain Labs qui sont animés souvent par Charles-Édouard, qui sont un peu plus techniques, mais là aussi, on veut que la communauté contribue. C'est-à-dire que si vous, dans vos cas métier d'usage ou aussi cas personnel, vous avez des interrogations, vous êtes coincé quelque part et que ça fait appel à la technologie et notamment à l'IA, n'hésitez pas à nous écrire, à venir vers nous, à nous demander et nous, on pourra mettre sur pied des événements qui vous parleront très fortement parce qu'on va essayer de débugger tout ça ensemble. Donc c'est vraiment ça le but. Il a mené la discussion jusque-là, mais le but c'est que la communauté maintenant profite en fait de ces occasions pour venir avec justement des situations réelles et puis on va essayer de vous aider en live. Voilà, donc aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une personne qui connaît à peu près tout sur l'IA, c'est peut-être même lui qui l'a inventé. Donc, la chance, c'est que vous pouvez là vraiment, dans un cadre convivial, vraiment, on veut que les gens se sentent bien, vous puissiez poser vos questions, vos interrogations, tous les points qui ont été soulevés un jour ou l'autre dans des discussions familiales, débats au bureau, etc. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'aborder ça. Donc, n'hésitez pas à le couper, hein, parce qu'il n'a aucune structure. non, non. C'est vrai. Non, ça va pas être facile pour lui, mais il aime aussi bien le challenge et tout. Donc, voilà. J'ai pas l'IA pour m'assister. Exactement. Donc, ayez du plaisir, profitez. Et puis, voilà, la parole est à toi. Je sais pas si tu veux le Merci. micro. Bien. Ah Non, non, c'est mais bon, tu l'as j'en ai ici. un, ouais. Ok, parfait. Après, je Donc, le peux- micro là, ce sera pour vous. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à le prendre de façon à ce que pour la vidéo, pour ceux qui suivront en différé, ils entendent bien vos questions, vos interrogations. Voilà. Merci, Charles-Edouard. Voilà. Merci à tous d'être là. Ouais, ça fait plaisir de revoir tant de visages. Moi, il y en a, ça fait 10 fois qu'ils viennent, donc peut-être que je devrais faire une règle qu'à la 11e fois vous présenter ou un truc comme ça. Aujourd'hui, alors ça fait un moment qu'on voulait parler de ce qui s'est passé en 2024 parce qu'on a eu énormément d'interactions avec les outils, mais peu de recul peut-être. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de prendre un peu ce recul ensemble et puis de voir ce qui s'est passé en fond. Parce qu'on a vu des petites choses qui apparaissent sur les interfaces et puis on n'a pas forcément eu l'occasion de creuser. Donc voilà, je voulais d'abord aussi proposer à Stéphane, qui écoute déjà plus, un nouveau slogan pour iSuisse. Moi, je me disais que ça pourrait être pas mal de dire que si nous ne parlons, si nous ne parlons pas d'IA ensemble, d'autres qui en savent encore moins que nous le feront. Donc, ça serait peut-être voilà, l'occasion de... Excellent. On va l'adopter. Vous pensez... ouais, voilà. Alors, donc on va peut-être commencer par les interfaces que vous avez vues se transformer au fil de l'année passée. Je pense que vous avez tous pu interagir avec les modèles O de ChatGPT. Donc O, c'est leur modèle de réflexion. Et puis, voilà, il y a eu entre-temps d'autres boutons, Deep Research, ça c'est des fonctionnalités spécifiques qui vont creuser, faire plein d'appels web et compiler tout ça. Mais le fond, c'est ce caractère de réflexion qui a changé. Et ça, on le retrouve à travers un peu toutes les interfaces, sauf Anthropic aujourd'hui, mais Grok, la même chose. Donc si on aime Elon Musk, on peut s'amuser là. Il y a aussi un petite ampoule avec Think qui fait quelque chose. Et puis évidemment le DeepSeek dont tout le monde a entendu parler probablement. Si vous ne l'avez pas entendu, posez-moi une question. Mais en gros, c'est le challenger qui est arrivé en disant c'est facile de faire de la réflexion, voilà comment on le fait. Ils ont mis en open source la façon dont ils l'ont fait, qui est assez maligne sur certains points et assez mauvaise sur d'autres. Mais en tout cas, qui remet en question un petit peu tout cet espace-là. Donc voilà. Donc, vu que ça se veut assez interactif, je voulais déjà vous poser la question, d'après vous, est-ce que l'IA résonne vraiment? Vous avez interagi peut-être avec ces choses. Peut-être qu'on peut faire un vote à la Suisse, main levée. Qui pense que ça résonne? Ah ouais, quand même. Tu es le seul que j'aurais dit qu'il ne levait pas la main. Mais... ok, d'accord, ok. Bon ben,
On a beaucoup de boulot cette année, du coup. Bon, déjà, je pense que ce qui est assez important, c'est déjà de s'accorder sur ce que c'est raisonner. Parce que si on demande à un neuroscientifique, on va avoir des images, des vidéos de parties de cerveau qui s'allument quand on fait des tâches de planification et autres, des résolutions de problèmes, ce genre de choses. Et puis on va voir qu'il y a un peu tout qui s'allume. Il y a la partie cortex frontal, préfrontal qui s'allume un peu plus qu'ailleurs. Puis on voit aussi que, donc on pourrait dire, voilà, c'est plutôt localisé là. Mais en même temps, ça dépend énormément de plein d'autres aspects. C'est pas lié qu'au langage, c'est lié à quasiment tout ce qu'on manipule sémantiquement. Et donc, on ne peut pas vraiment l'isoler. Après, on peut demander à quelqu'un qui serait philosophe. Il y a des gens qui sortent un dictionnaire dans ces cas-là pour voir raisonner, c'est ça, et on est content. Donc, en fait, c'est tout un spectre. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a différents aspects. Il y a une partie qui est évidemment le raisonnement logique, un peu à la grecque, où on dit, voilà, tous les hommes sont mortels, je suis un homme, alors moi aussi. Il y a aussi des parties qui sont causales, qu'en tant qu'humain, on sait très bien faire. Donc on peut dire, par exemple, cette vitre est brisée parce que voilà, il y a eu un ballon de foot qui est passé à travers. C'est des choses qui sont évidentes, qui sont très très difficiles à faire pour des IA, parce que la causalité est un concept assez mathématiquement qui est difficile à créer. Donc nous, on fait des raccourcis, on fait des approximations énormément. Il y a le concept de raisonnement probabiliste aussi, donc de dire voilà, on a par exemple 70% de chances qu'il pleuve demain, ce genre de choses. Ça, on le fait très 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 mal, mais on le fait beaucoup. Ensuite, il y a le raisonnement analogique, donc par exemple, par analogie, simplement dire le cerveau ou l'atome, c'est comme un système solaire parce qu'il y a des trucs qui tournent, ce genre de choses. Ça, on le fait très bien aussi pour être créatif. Et puis social, ça c'est aussi théorie de l'esprit, voir un peu. Elle a fait ça parce que je lui avais dit autre chose, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est tout un spectre qui est en fait extrêmement flou. Ça touche à des parties qui sont intuitives autant que raisonnement pur. Et là-dedans, il n'y a juste aucun consensus, quel que soit le domaine. Donc si on vous dit raisonnement c'est ça, ou l'IA ne raisonne pas, c'est pas, il n'y a aucune base en fait à ce genre de choses. Et tout n'est pas définissable, donc ça veut dire que ces concepts-là, comme la compréhension, dit les IA comprennent ou ne comprennent pas, ces choses-là sont des choses floues, on a tendance à anthropomorphiser ce dont on parle, et parfois ce n'est pas réductible simplement au langage. Donc là, on a une distinction qui est un peu floue, mais qui est quand même utile, qui nous amène un peu dans le bon mode de pensée, c'est cette distinction entre système 1 et système 2. Alors là, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait de crise d'épilepsie avec cette slide. Donc le système 1, c'est un système rapide, intuitif. C'est un peu quand on nous demande 2 plus 2, ça fait quoi? On ne va pas s'amuser à se poser, à faire la barre d'addition, etc. Donc c'est du rapide, c'est automatique, on ne se corrige pas. Et il y a le système 2 qui, lui, est plus lent, analytique, qui demande un effort mental. C'est typiquement les trucs qu'on n'aimerait pas faire, surtout quand on a mal mangé, ce genre de choses. Donc cette distinction, elle existe, on la ressent tous. Elle est peut-être floue dans ses limites, mais elle existe. Et donc les grands modèles de langage aujourd'hui, comme ChatGPT, sont un peu les premiers systèmes 1 qui sont artificiels et efficaces. On a fait ça pendant extrêmement longtemps, trouver des choses intuitives qui peuvent répondre comme un humain sur à peu près tout, de façon intuitive. Et ça, c'était impossible. Ça fonctionnait par règles, justement, on se basait sur la logique et toutes les règles de raisonnement qu'on imaginait. On avait des arbres compliqués d'interaction. Et au final, on a tout jeté à la poubelle. Et puis on a eu l'émergence pure à partir de tiens, voilà plein de textes, débrouille-toi à structurer ça. Et on a vu qu'ils se débrouillaient finalement pas très loin d'un humain dans la structure du langage qui émerge naturellement. Et large spectre, parce qu'aujourd'hui, on entraîne sur des textes qui sont l'entièreté d'Internet, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un énorme changement. Peut-être le plus fondamental, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a ça. Ensuite, c'est système 1, donc c'est LLM système 1, du type, donc pas ChatGPT O quelque chose, mais les anciens. Par exemple 4O, ou 4, ou 3.5, tous ceux qu'on a utilisés, ont des intelligences, mais un peu en dents de scie. Donc comme ils ont vu des sets de données sur Internet où il y avait des parties de comment raisonner sur certains problèmes et autres, ils ont un peu ça dans leur pré-entraînement. Ils ont des bribes de ça, et puis comme ils sont extrêmement grands aujourd'hui avec beaucoup de paramètres, ils arrivent à exploiter ça pour quand même résoudre assez efficacement des choses comme des additions et ce genre de choses, mais sans suivre une marche. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment dents de scie. On a
On a des systèmes qui peuvent briller dans des olympiades de maths, physique et ce genre de choses, donc meilleur qu'un doctorant sur certains trucs spécialisés. Ils peuvent rédiger maintenant des papiers scientifiques, bon ça c'est un petit peu d'architecture autour, agentique et autres, et plein de tâches assez merveilleuses, mais à côté de ça, il y a toujours dans le brouillard en bas des marches à suivre simples qu'ils n'arrivent pas à faire, donc si on demande une addition, ça marche pour 2 plus 2 en mode intuitif un peu comme nous on le ferait, mais par contre ça coince au bout d'un certain moment. Et puis tout ce qui est raisonnement contrefactuel, simple, par exemple on imagine et si se passait ça, qu'est-ce qui surviendrait? Et ils vont aussi être assez limités dans l'exploitation de toutes les relations. Donc ça c'est, je voulais juste vous montrer rapidement parce que peut-être que vous vous dites non mais moi je l'ai utilisé puis ça marche bien. Donc juste on peut faire ça ensemble, je vais juste vous montrer un petit peu plus grand quand même. Donc évidemment, si on demande, bon là c'est sur Cursor qu'on a découvert ensemble, bon, je vais prendre 3.5, ça il va se planter avant. Donc si on lui demande 2 plus 2, évidemment que, bon là j'ai pas de connexion, alors attendez, juste... Voilà. Vas-y. Ah, je sais ce qui se passe, j'ai déjà une fenêtre, alors attendez. Voilà, on va effacer le contexte. Alors bon, 2 plus 2, voilà, normalement il devrait... Voilà, il dit même qu'il n'a pas eu besoin d'outils pour le faire, super, donc il comprend ce genre de choses. Maintenant, on va lui demander, voilà, par exemple ce résultat-là. Et là, voilà, que font ça fois ça. Il va dire ça fois ça, c'est tout à fait straightforward. Je peux le calculer sans avoir besoin d'outils. Magnifique. Mais maintenant, évidemment que si on le met dans un vrai outil, comme mon Mac, qui est plus puissant qu'un LLM, on va voir qu'en fait, il a réussi. Ok. Et alors là, sans outils, c'est un peu difficile. Hein, c'est étonnant. Maintenant, on va voir si celui-là... C'est ça qui est assez bluffant, c'est là où on voit la puissance intuitive, c'est que pour la plupart, il n'a jamais appris de marche à suivre pour calculer ça. C'est juste par exposition à des chiffres qu'il a une façon intuitive de tirer parti des corrélations qui étaient sur l'Internet pour faire ça. Et là, sur un nombre relativement grand, il arrive quand même à le faire. Donc on peut voir que quand même il y a une exploitation des corrélations qui ne correspond pas à ce que nous, humains, on peut avoir dans notre tête. Et puis là, voilà, moi je ne connais pas par cœur ça, mais du coup, si j'ai rajouté un 5, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon là, il se plante complètement, quoi. Donc il a même pas... Ouais, il a les 5 premiers chiffres, les 6 premiers chiffres qui sont bons, et puis après, c'est complètement à côté. Donc il ne faut pas grand-chose, hein. Il n'y a pas eu de foncière différence entre le chiffre d'avant et celui-là. Probablement que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est quelque chose, un pattern qu'il a déjà vu, probablement, contrairement à un chiffre qui est plus random. Donc il y a aussi un contexte qui est super important, qui se retrouve aussi dans les raisonnements. Après, les raisonnements contrefactuels, les nouveaux modèles le font assez bien. Mais si on demande par exemple si l'eau bouillait à 20 degrés au lieu de 100, comment se déroulerait un déjeuner typique, il va dire voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les boissons chaudes seraient impossibles à consommer, la préparation des aliments serait bouleversée, l'environnement du petit déjeuner serait étrange, la pièce serait remplie de vapeur d'eau, due à l'évaporation constante, il y aurait des adaptations à faire, no shit. Donc voilà, en gros, il a oublié un truc élémentaire, c'est qu'on serait pas vivant, peut-être. Enfin, c'est un des trucs qui peut-être serait à prendre en compte, c'est qu'on serait mort et qu'il y aurait d'autres problèmes plus profonds que simplement le contexte de l'eau qui bout. Donc ça, si on demande, bon, ça serait intéressant, on n'a pas un temps infini, mais ça serait intéressant de le faire avec un modèle plus récent qui, lui, s'en sort mieux, même en système 1. Puis après, il y a toutes sortes de choses, évidemment, suivi d'instructions contradictoires. Si on dit un paragraphe de 50 mots, où chaque mot commence par une lettre différente de l'alphabet, oui, même les modèles récents, ils vont dire pas de problème. Voilà, je te fais ça. J'ai utilisé quelques mots en anglais pour des lettres difficiles. Bon, on a l'impression clairement
quand on lit ça, puis qu'on n'est pas expert du domaine, ben, on a l'impression que c'est bon. Mais c'est le même principe quand on demande de résoudre un problème de physique, ou de physique quantique, ou n'importe quoi. On a aussi l'impression que tout est bon, mais en fait, c'est le savoir qu'on met dedans, nous, qui fait la différence. C'est comme si on avait une espèce de sampler d'idées, et puis c'est nous, avec notre savoir, qui faisons la différence. Donc du coup, c'est pas vraiment lui qui l'a généré complètement, mais c'est nous qui avons raffiné en sélectionnant ce qu'on pensait pertinent. Et puis après, bon, on peut en faire d'autres, des problèmes de référence, typiquement de pronoms et autres, ils se plantent à chaque fois, ce genre de choses. Donc voilà, on peut assez facilement les faire tomber, même s'ils arrivent à résoudre des problèmes de maths, d'Olympiade, dans des choses assez ridicules. Alors là, je dois repasser en copie. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une expérience je veux juste savoir un peu avec ChatGPT, est-ce que tout est brillant, magnifique, ou dans vos domaines, il y a d'autres failles que vous avez identifiées? Même sans passer à raisonnement, hein, simplement 4O, vous l'utilisez peut-être au quotidien, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées qui fait vraiment très mal par rapport à un être humain? Ça dépend de l'être humain. Comment? Ça dépend de l'être humain. Il fait tout mieux que mes étudiants. C'est assez vrai. Enfin. Bon, de toute façon, je vous ai donné des exemples, mais Déjà, en gros, Claude est déjà meilleur. le fil rouge. Comment? Claude est déjà meilleur que ChatGPT Oui. Ouais. Pour ce genre de choses, ouais, c'est vrai. pour ce genre de choses. Après, des fois, c'est un peu difficile parce qu'il appelle des outils en fond maintenant sans nous le dire. Donc, il va même aller chercher sur le net certaines choses sans le dire non plus. ChatGPT, pas Claude. Claude aussi, ouais. Ah, d'accord. En tout cas pour les outils. Donc voilà, ce qu'il y a en fond là-dedans, c'est qu'en fait, ces modèles-là, en tout cas système 1, qui ont été entraînés sur prédire les mots d'après, plus des couches de post-training, ce qu'ils font, c'est capturer des motifs, un peu le style, la forme, des motifs complexes qui nous dépassent. Nous, on va dire, quand on regarde un texte, on va dire qu'il y a le style, la forme qui compte, mais il y a énormément d'autres choses qui sont très, très floues, qui sont d'ordre général, qui ne dépendent pas des détails précis. Et donc, c'est toutes ces connaissances générales qui font qu'en fait, ils sont extrêmement puissants pour tout ce qui est bon sens, théorie de l'esprit, des analogies, en plus des capacités linguistiques évidentes qu'on peut voir. Par contre, l'envers du décor, c'est que sur tous les détails, ils sont extrêmement approximatifs. Donc, il n'y a pas d'indexage d'informations, ce n'est pas une base de données, c'est non plus un moteur de recherche, c'est très flou. Et là, on peut se poser la question à quel point un humain est différent. Donc, il n'y a pas d'exactitude garantie, ni d'effet garanti. Il n'y a aucune garantie à aucun niveau. Et parce que c'est des probabilités, alors on peut, voilà, à quel point nous on est distincts, c'est une autre question, mais en tout cas, eux, ça fonctionne de cette façon-là. Et puis, en gros, un LLM, il hallucine chaque mot. On parle d'hallucination, mais chaque mot est une hallucination. C'est juste que la plupart des hallucinations vont dans le sens de ce qu'on lui demande. Mais voilà. Donc c'est incapable de vérification formelle. Mais en même temps, on peut se poser la question, c'est ce que moi je me pose aussi, à quel point c'est différent quand on parle à une personne réelle. Parce que si on regarde ces aspects-là, les détails, on n'aura pas toujours les faits en tête, même si on nous les a dit. On est incapable de vérification formelle sur des problèmes mathématiques ou autres. On a besoin d'outils, d'algorithmes pour ça. Et puis on est plutôt aussi dans le style, la forme, les grandes lignes, le bon sens de comment les choses fonctionnent. Il y a quelque chose qui est assez frappant si on va plus fondamentalement dans les différences, c'est que un LLM système 1, il va répondre à n'importe quelle question à la même vitesse. Et pour ceux qui font de l'informatique, on se dit là, il y a un problème quand même, parce que quand on pose des problèmes qui sont d'une complexité différente, chaque problème a une complexité associée, théorique. Donc ça veut dire il est quelque part sur cette courbe entre la taille du problème et le temps, la mémoire qu'il faut pour le résoudre. Donc si on a un problème qui est exponentiellement coûteux, normalement, si on a une taille assez large d'input, par exemple un grand nombre, ben on ne devrait pas pouvoir le résoudre en même temps qu'un petit nombre, du tout. Et pourtant, ils répondent de la même manière. Donc là, on voit déjà que pour tout ce qui est de cet ordre-là, c'est complètement à côté de la plaque. Et puis là, ben, je voulais juste vous montrer aussi qu'il se trompe même sur des choses assez simples. Donc là, si on prend par exemple ça c'est le problème du sac à dos
qui est justement complexe. C'est pas possible. C'est en gros, on a des objets on va dire des pommes, des bananes, des choses comme ça, qui font un certain poids et qui ont une valeur nutritive. Et puis on aimerait dire quelle est la valeur nutritive maximale dans mon petit sac qui fait que 5 kg. Qu'est-ce que je peux mettre? Alors avec 4 objets, normalement, c'est relativement OK, même pour nous, de faire les combinaisons. Après, si on en a 10, ça devient difficile même pour les meilleurs algorithmes au monde. Enfin, c'est vraiment, ça croît exponentiellement. Il y a un moment où même un ordinateur classique ou quantique ne pourrait pas faire le calcul. Mais là, quel que soit le setup, il va répondre brillamment en disant bah, évidemment c'est ça. Donc là, si on prend même... là, il y a 4 éléments, c'est assez facile même pour un humain de voir. Donc là, il a soi-disant fait toutes les combinaisons, mais il en a fait que 8. Et il a trouvé que c'est banane et melon. Ah, il est tombé juste, mais un peu par hasard, parce qu'il n'a pas fait le bon raisonnement. Si on le relance, là il a trouvé aussi une combinaison. Ouais, il n'est pas si mal. Il n'a pas fait forcément le bon raisonnement, mais il a trouvé la combinaison qui vaut 10. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que si on rajoutait des éléments, là je vais essayer avec 4 O juste pour voir. Lui, il a reconnu que c'était le problème du sac à dos. Et là, il a dit je vais utiliser une approche de programmation dynamique. Alors ça, c'est la façon dont on résolverait ce problème-là. Sauf qu'il n'a pas d'outil de programmation, donc il va le faire en mode probabiliste. Et là, il a dit, ouais, il a quand même fait juste. Mais du coup, voilà, si on augmente, je l'ai fait avant et il avait fait faux, donc c'est vraiment une histoire de sampling en fait, où parfois ça va dans la bonne direction, parfois pas. Mais il n'y a aucune... Ouais. Comment est-ce que tu peux être sûr qu'il n'a pas été chercher le résultat sur Internet finalement? Alors ça, c'est vraiment réel. Donc il y a des problèmes qui sont formulés d'une certaine façon. Et si on les formule, ça a été fait par exemple avec des problèmes de planification. Il y a Blocks World par exemple, où on a des éléments et puis on doit dire dans quelle ordre je dois faire quoi pour planifier mes actions pour qu'à la fin ça fasse un certain résultat. Et ben, si c'est des objets courants qui sont dans ce genre de dataset, des fois ils s'en sortent. Par contre, si on remplace les objets par des nombres aléatoires, c'est juste que la logique est la même, mais c'est juste le contenu sémantique qui a changé, et ben il se met complètement dedans. Donc ça, c'est un effet qui a été observé aussi chez les humains, donc nous on n'est pas différents. Notre capacité de raisonner, elle est dépendante du contenu sémantique auquel on est habitué. Si on pose le même problème avec quelqu'un qui est fleuriste, c'est des espèces de fleurs, et puis l'autre il est chasseur, c'est des espèces d'animaux, puis on échange, ils vont pas réussir à résoudre aussi bien les problèmes l'un de l'autre, juste parce que sémantiquement, ils ne sont pas dans le bon champ. Ça a été observé chez l'humain aussi. Et là, c'est un peu le même effet de ces choses-là. Donc après, si on veut aller plus loin, vers les trucs qu'on a vus au départ, eh ben, on a introduit un truc qui est assez naturel, qui s'appelle, là c'est un joli nom, le test time scaling ou inference time scaling. L'idée, c'est une idée qui date un peu, c'est en gros d'allouer des ressources de calcul supplémentaires au moment où on utilise le modèle. Donc au moment de ce qu'on appelle du test ou de l'inférence. L'inférence, c'est juste la prédiction à partir de données. Et si on traduit ça, c'est en gros de laisser le temps de penser au modèle à chaque réponse. Et ça, c'est fait dans O1, par exemple. On ne sait pas exactement comment, mais c'est fait dans O1. Et ça, c'est vieux dans le sens où c'est les stratégies qui ont été utilisées pour faire les premiers modèles qui jouent aux échecs. Enfin, pas les premiers, mais les premiers vraiment efficaces, comme Deep Blue en 96 ou AlphaGo, c'était les mêmes types de stratégies. Donc c'est vraiment qu'au moment de faire la prédiction, on va explorer en fait. Pour Deep Blue, c'était ça, c'est chercher plein de chemins possibles. C'est juste ça, on va sampler toutes des possibilités. Et puis après, on a une façon de savoir si ça se solde par quelque chose de bénéfice pour un mouvement ou pas. Et il y a différentes stratégies de faire ça. Donc voilà, une des questions importantes, c'est bien beau de dire on permet à l'IA de calculer plus longtemps avant de répondre, mais calculer quoi? Qu'est-ce qu'on définit comme objectif au final? Je ne sais pas si vous avez des idées sur le genre de trucs qu'on pourrait faire. Je vous en ai donné un, c'est de chercher des possibilités. On peut imaginer de passer ce temps à calculer des futurs possibles pour voir ce qui va se passer. Mais on peut imaginer énormément de stratégies, donc après, voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées. Peut-être ceux qui ont lu les papiers de DeepSeek qui devraient savoir un peu. Non, c'est pas grave, on va aborder. Mais en gros, donc on a
plein de façons de faire ça, mais disons il y en a deux grandes aujourd'hui. Un, c'est simplement de faire des générations multiples. Donc on passe un prompt dans LLM, mais on le fait plein de fois. Puis du coup, on génère toute une panoplie de choses. Puis à la fin, on doit sélectionner. On sélectionne le meilleur. Peut-être qu'on dit, on prend la majorité des réponses qui se recoupent. Du coup, on est plus puissant. En réalité, ça marche assez bien déjà, cette stratégie-là. On peut aussi faire des recherches en faisceau en disant, voilà, je prends les meilleurs cas premiers, puis après je fais encore les meilleurs. Je fais par faisceau comme ça d'exploration. Ou je fais ce qu'on appelle du Monte Carlo, où là, il y a vraiment une sorte de valeur associée à chaque futur possible, et puis je garde ça en mémoire. Si on fait ça, on obtient des solutions, mais des solutions sans garantie. Parce que tout ce qu'on fait, c'est échantillonner plus. C'est toujours probabiliste. On fait une sélection, mais c'est une sélection qui est statistique aussi. Si on fait un vote de majorité ou qu'on sélectionne les meilleurs cas, etc., on n'a pas utilisé rien comme vérification sur le problème qui nous intéresse. Donc justement, l'autre façon de faire qui, elle, marche beaucoup mieux, c'est de passer toujours un prompt dans LLM, on génère un candidat, c'est juste voilà, une solution possible, comme on a fait avant. Et puis après, on a un vérificateur, cette fois, qui est quelque chose de formel. Donc c'est par exemple un programme qui peut vérifier si, quand on remplit le sac à dos, c'est juste ou faux. Ou ça peut être appris, donc au fur et à mesure des problèmes, on a appris à vérifier un certain type de problème via des algorithmes, ou simplement un humain qui dit là tu te plantes, là tu te plantes pas. Et on peut faire tout ce qu'on veut, hybride. D'ailleurs, en pratique, c'est fait avec tout ce qui est possible comme vérificateur. Ça veut dire des vérificateurs qui sont des tests pour des programmes informatiques. C'est possible de tester, de voir si le programme est vraiment fait ce qu'il dit qu'il fait, et toutes ces choses-là. Pareil pour les problèmes mathématiques, si on a des réponses, on peut faire même mieux, on va le voir, on peut aussi tester les raisonnements qui vont avec. Donc voilà, si on fait ça, là évidemment on a des garanties. Là ça change radicalement le monde parce que cette fois on a des garanties, on a un vérificateur formel. Et donc on peut utiliser ce feedback de si oui ou non ça a du sens pour améliorer après le LLM. Et donc si on va vers ça, on voit qu'en fait ça marche bien sur papier, mais il y a un aspect par contre qui est important, c'est que le LLM lui-même, il ne peut pas servir de vérificateur. On a vu qu'il se plantait sur des problèmes relativement basiques, il ne peut pas vérifier ses propres générations. Donc il est très bon pour générer des choses, parce que voilà, il est entraîné sur le monde entier, donc il va pouvoir générer des choses qui sont non seulement intéressantes pour un être humain, mais qui sont en plus dans le ballpark de ce qu'il faudrait à peu près résoudre. Et donc, si on le fait plein de fois, il peut arriver au bon résultat juste un peu par hasard et puis s'en sortir. Et là, ouais. Juste une question, j'adore. Juste pour bien comprendre, si on prend l'exemple de ta multiplication tout à l'heure, Ouais. ton prompt c'est ta multiplication, tu fiches ça au LLM, le vérificateur c'est que tu as stocké à un moment donné la solution quelque part. Le vérificateur, il prend les deux nombres, il les multiplie. Voilà, c'est bon, tu as trouvé le bon résultat, c'est ça. Le vérificateur, c'est le programme qui vérifie ça. Donc ça serait comme j'ai fait là sur Mac. Et puis il dit si oui ou non c'est juste. Okay. Et donc voilà, en général, c'est quand même des assez bons générateurs d'idées, de solutions. Ça va aller plus ou moins dans le bon sens. Bien meilleur que si c'était juste aléatoire, parce que ça, c'est des choses qu'on faisait avant aussi, de juste générer aléatoirement, trajectoire, puis d'essayer de voir. Mais si on est sur des multiplications, on peut y aller, hein, générer des nombres avant de trouver le bon. Mais juste oui. pour revenir sur la question de la multiplication, si tu dis qu'on lui fait vérifier, ça veut dire que lui, il apprend après, mais comment il apprend? C'est-à-dire qu'il détermine finalement une règle logique là-dedans et il l'applique après? Non, il n'est toujours pas dans la règle logique, parce que c'est la nature des LLM qui sont comme ça. Il apprend à établir des correspondances. Il apprend à aller plus loin dans son raisonnement. Il apprend à faire plus d'étapes de raisonnement correctes au final. Mais pour une multiplication, il y a toujours un moment où il va se planter. Il va peut-être faire plus de nombres justes, mais il va quand même se planter à la fin. Et pour compenser ça, la logique du truc, ça améliore. En fait, c'est comme nous, si on s'imagine qu'on a tout à coup un mentor qui nous dit tiens, ton raisonnement il est juste ou faux, on va s'améliorer un peu, on va faire plus juste en raisonnement. Ça ne veut pas dire que soudainement on sait résoudre des problèmes d'ordre algorithmique. On ne peut pas le répliquer sur des problèmes qui sont un tout petit peu différents. Donc c'est ça. Voilà, mais même si on explique le raisonnement à LLM, par exemple on dit tiens, pour multiplier deux nombres, c'est ça qu'il faut faire, il va quand même pas suivre la marche parce qu'il est probabiliste. Oui. De la même manière que nous, parce que nous on s'imagine qu'on le fera juste, mais on va faire une erreur un jour aussi. Oui.
Et si on regarde pendant la guerre, pour calculer des logs de 2, quand il n'y a pas de calculatrice ou tout ça, on mettait des Russes dans une cave et ils s'auto-confirmaient les résultats pour arriver aux bonnes décimales. Donc nous, on est de la même nature, mais simplement on a une cohérence un peu plus longue sur ces choses-là, mais aussi parce qu'on écrit les résultats intermédiaires, donc on a accès à une mémoire. Si on leur donne une mémoire, c'est une autre histoire. C'est ce genre de choses. Okay. Non, mais nous, on suit quand même une certaine logique si on fait un calcul. Comme le LLM, ouais. Exactement de la même façon. Lui, il aura... Si je fais un calcul, je n'ai pas un raisonnement probabilistique. Moi, je vais suivre une logique, un algorithme, une manière de penser. C'est là où ça se corse, parce qu'en réalité, probablement que oui. C'est aussi probabiliste. Parce que comme je disais, il y a un moment où... Parce que je pourrais faire faux, c'est pour ça. Il y a toujours un moment où vous ferez faux. C'est juste à quel... Quand. Si vous avez beaucoup bien mangé pendant un moment, peut-être que vous ferez juste pendant 20 heures, mais il y a un moment où il y aura une erreur. Et donc la marche à suivre, le LLM, il sait aussi. Si on lui demande comment additionner deux nombres, il va la suivre. Et puis il peut la suivre de la même façon assez bien, si on fait une chaîne de ça, mais il y a un moment aussi où il peut faire une hallucination, enfin une erreur, et tout s'enraye. Donc à la fin, pour compenser tout ça, maintenant évidemment on leur donne des outils, comme nous on a accès à une calculatrice ou à un programme. Mais là je parle juste de l'LLM brut, parce que l'LLM avec outils, ça c'est comme nous, ça décuple les possibilités. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ils ne peuvent pas être leurs propres vérificateurs, en tout cas pour tout ce qui est des problèmes formels, parce qu'ils n'ont pas cette capacité. On ne peut pas en tirer grand-chose, on pourrait imaginer qu'on en tire un petit peu en faisant ça, mais les gens ont essayé de faire que l'LM s'auto-vérifie, et en fait c'est pire que s'il ne se vérifiait pas. Donc on aboutit à des résultats pires, ça c'est aussi assez intéressant de le voir. Alors concrètement, comment on fait? On a deux possibilités aujourd'hui. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, donc juste voir des exemples. Et les exemples, c'est quoi? C'est des solutions, des problèmes, et donc problèmes et solutions. Et aussi les raisonnements, si on a envie, on peut mettre aussi le raisonnement dedans. Donc simplement le programme qui crée ça, qui résout ça, ou la marche à suivre, donc textuelle, ou si c'est par exemple un avocat qui rédige un acte, il dit j'ai utilisé ça, c'est ça le raisonnement. Donc c'est toutes ces choses, et puis ça, on peut les rentrer dans l'entraînement avec un LLM système 1, et on va l'améliorer pour en faire un système 1 plus 2. Et ça marche très très bien, et c'est ce qui est fait en gros, aussi pour toutes ces choses qu'on voit. La difficulté, c'est qu'il faut compiler un bon set de ces problèmes-là, enfin de ces traces de raisonnement et autres. Donc ça, on collecte du savoir d'experts humains et autres, et puis après, on a tous les programmes, on peut générer des choses comme ça, c'est facile, on peut générer un programme aléatoire, et puis après, utiliser le test qui vérifie ce qu'il fait, enfin ce genre de choses. Donc ça, c'est un monde complètement ouvert, mais le problème, c'est que quand on fait des choses comme ça, c'est comme toujours en machine learning, enfin en IA, c'est qu'en fait, quand on spécialise un modèle dans une certaine direction, c'est comme un gros ballon de baudruche. Si on tire un peu dessus dans ce sens-là de résolution de problème, après, il devient moins bon sur le reste. Donc de garder un truc qui est un peu complet, qui ne résout pas seulement des problèmes, mais qui garde aussi une capacité à bien s'exprimer en langage, à être éthique, à être toutes les autres choses qu'on valorise, c'est pas facile. Et c'est là, par exemple, où la différence se fait avec un DeepSeek, qui a été entraîné assez brut sur des résolutions de problèmes. Si vous l'utilisez pour du langage, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Pour moi, il est inutilisable parce qu'en fait, il est très très bon sur 500 mots et après, c'est terminé. La cohérence, elle est zéro. Et du coup, c'est ça la difficulté, en fait, c'est de maintenir tous ces angles qui nous intéressent pour qu'ils restent généralistes, qu'ils puissent plaire à tous les usages. Et l'autre pan de tout ça, donc c'est celui vraiment plus de O1 et DeepSeek. Enfin, O1, c'est un petit peu selon ce qu'on sait du modèle, mais c'est propriétaire, donc on ne sait pas trop. Mais là, l'idée, c'est vraiment un petit peu la même, mais c'est de dire le LLM System 1, il va générer lui-même des solutions et des raisonnements, comme voilà, il peut essayer. Et puis après, on récompense seulement les bonnes solutions et les bons raisonnements. Donc on va avoir un vérificateur en fond, c'est pour ça que ça marche. Et après, on pourra renforcer, donc dire ça, celui-là, ça a bien marché, je donne un peu plus de poids dans la distribution. On fait ça, il y a des façons de le faire assez simples, ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Et puis, au fur et à mesure, en fait, c'est un processus itératif qui est l'équivalent de l'autre. Donc actuellement, dans les médias, on parle beaucoup d'apprentissage par renforcement, tout ça. C'est revenu, alors qu'avant, c'était utilisé en robotique et autres, et puis ça avait disparu un petit peu. Mais là, tout le monde s'enflamme en disant DeepSeek a fait ça, etc. C'est la voie à suivre. Mais à la fin des fins, c'est équivalent à l'autre. C'est vraiment les deux faces d'un même Bitcoin. Donc
Donc voilà, c'est juste un truc à garder en tête qu'en fait, on peut faire exactement l'équivalent de l'apprentissage renforcé. Ça n'a pas été prouvé tel quel, mais c'est vraiment presque une correspondance directe. En faisant soit ça ou soit ça, on obtient à peu près les mêmes modèles. Je pense que c'est assez facile de montrer. À grande échelle, il faudrait avoir des millions pour le montrer, mais voilà. Donc, pas besoin de reinforcement, d'apprentissage par renforcement pour ça, a priori. On peut aussi s'en sortir avec simplement avoir des raisonnements qui peuvent être aussi des raisonnements produits par le LLM, avec vérificateur. Ouais. Alors, en maths, j'ai envie de dire, sur les problèmes de maths, il y a une vérité. Ouais. Tu fais une multiplication, il y a un résultat. Ouais. Mais dans d'autres cas, il n'y a pas qu'une vérité. Non. Et, Du coup, tout est bon. tout est bon. Si c'est résolution d'un problème juridique, s'il y a plusieurs experts qui ont différentes méthodes, toutes les méthodes rentrent en jeu et toutes sont justes. Et après, c'est au LLM de sampler en fait, ce qu'il veut. Quoi, Donc ça, c'est pas un problème en soi. C'est là où en fait, cette complexité-là qui nous dépasse un peu, ces choses-là, avec plein de paramètres, gèrent vraiment bien. Par exemple, aujourd'hui, on a une discussion dans l'éducation, c'est comment on peut s'en sortir parce qu'on ne sait pas si un étudiant il a utilisé ChatGPT, voilà, c'est trop difficile à gérer, donc on interdit. Bon, à Neuchâtel, on n'interdit pas, pour les travaux de maturité comme ça, on peut le faire. Mais ils ont quand même un problème qui se pose, c'est comment on évalue ces choses-là. Utiliser un LLM pour évaluer, c'est extrêmement simple. Parce qu'on peut dire, j'aimerais un peu ces critères flous, et puis lui, il va voir dans ces corrélations très compliquées. Déjà, il va le faire de façon cohérente. Donc, c'est pas comme un prof qui, s'il a mangé, va noter un peu mieux, puis s'il n'a pas mangé, voilà. Puis si c'est une autre personne, c'est encore différent. Mais il va pouvoir le faire de façon cohérente, à grande échelle. Et puis, des critères qui un ensemble de critères flous, on peut en donner 20. Et il va tous les respecter de façon imparfaite, mais approximative, mais quand même nettement mieux qu'un humain. Puis du coup, on a en gros une échelle d'évaluation qui est automatique. On peut simplement quantifier ça. Et ça veut dire qu'après, on peut faire des choses qui sont, pour un travail de maturité, moi, ce que je ferais, c'est je forcerai les étudiants à donner l'entièreté de leur conversation avec l'IA. Je dirais, go, allez-y, faites ça. Par contre, vous me donnez le raisonnement que vous avez fait avec l'IA. Et après, je peux quantifier moi, en disant, j'aimerais que ça suive la logique grecque et puis tout le reste, tout ce qui m'intéresse, sur comment un bon raisonnement est construit ou pas. Je donne ça à l'IA et elle évalue ses traces de raisonnement toute seule. C'est objectif, quoi. Voilà. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a l'objectif vis-à-vis de l'humain qui peut être subjectif par rapport Et ces choses-là, pour nous, qui sont incompréhensibles, on se dirait non, mais en tant que prof, on se dirait la charge mentale de dire j'ai une interaction de 200 pages là, pour ce travail de maturité, comment je vais dire s'il s'en est sorti avec l'IA ou pas? Avec ces outils-là, c'est zéro. Ça, c'est là où la capacité à tirer des patterns à grande échelle nous dépasse totalement. Sur du langage, c'est ce qu'on voit aussi. Donc voilà, ça c'est petite parenthèse. Après, donc là, il y a actuellement une volonté de montrer ces raisonnements. Donc si on va sur les interfaces, on voit comment l'IA a raisonné. Donc si vous ne l'avez jamais vu, ça ressemble un peu à ça. Par exemple, là, c'est DeepSeek. J'ai dit un truc au hasard un peu. Je pense que comme moi, tu n'as pas de free will. Qu'en penses-tu? Raisonne durement avec ton système 2 avant de répondre bêtement avec ton système 1. Et puis là, voilà, il a dit, OK, l'utilisateur dit, déjà il me répond en anglais parce que les traces, pour lui, c'est de l'anglais seulement, que j'ai pas de free will, et voilà. Il suppose que ni moi ni lui l'ont, c'est un grand débat philosophique, voilà. Il y a différentes views, bref, voilà, il dit un truc et après il va répondre. Et si on regarde un peu dans le détail, on va voir qu'en fait, on peut se dire comme ça, on peut se dire c'est génial, il nous a expliqué tout, maintenant je peux comprendre finement, je peux réadapter mon prompt parce qu'il n'a pas raisonné dans la direction que je voulais. Mais en fait, si on imagine, ce truc-là, il a été entraîné à reproduire des traces de raisonnement de façon statistique. Il a vu les solutions et les traces de raisonnement, puis après, c'est simplement, il prend les bribes de ce qu'il veut, il combine comme il veut pour arriver à la solution. Donc si on analyse un peu, et ça a été fait, là c'est un exemple d'un groupe Université d'Illinois, si je ne me trompe pas, qui ont regardé sur des problèmes de planification, on voit qu'en fait, si on regarde un petit peu ces réponses, là c'est DeepSeek, si je ne me trompe pas, dans les réponses qui sont valides, on a 39% de traces qui sont valides, qu'on pourrait dire, OK, il ne s'est pas trompé dans la trace de raisonnement, et le plan aussi, donc le contenu de cette trace. Par contre, il y a tout le reste qui est complètement à côté. 39%, c'est pas beaucoup quand même. Ça veut dire qu'un tiers des trucs qu'on lit dans ces trucs de raisonnement qu'on pense qu'il fait effectivement,
c'est juste et le reste, c'est à la poubelle. C'est pas énorme. Donc ça veut dire qu'en gros, quand on voit un truc comme ça n'a aucune valeur et l'exposer à l'utilisateur non plus. Enfin, ça a une valeur marketing, évidemment. Ça met en confiance l'utilisateur. Donc c'est pour ça que c'est une espèce d'anthropomorphisation trompeuse et puis volontaire de la part de ces outils-là. Parce que, en plus, ils le forcent à le faire à la première personne. Il faut bien s'imaginer, on peut utiliser n'importe quelle chaîne de tokens, donc d'éléments. Ça pourrait être un langage qui est ni de l'anglais, ni aucun langage qu'on connaît. Ça peut être juste, pour arriver à la solution, il peut enchaîner des tokens. Pour lui, c'est son raisonnement, c'est sa façon de raisonner. Et il peut s'auto-organiser. Ça peut être un autre LLM qui fournit un plus petit modèle, qui fournit ces chaînes de tokens. Et puis quand on entraîne par reinforcement, voilà, on va obtenir une espèce de langage qui guide la résolution, qui donne plus de prédictions sur la résolution. Là, on s'est dit consciemment, non, j'aimerais que ça soit en anglais, cette trace, et puis à la première personne. DeepSeek, s'il le bride pas, il switch de langage en chemin. Donc là, ils ont forcé pour que ça soit toujours le même langage. Mais à chaque fois qu'on fait ça, qu'on le contraint, on est moins bon sur la résolution de problèmes. En fait, en forçant les traces d'être d'une certaine nature compréhensible par l'humain, ça le bride pour résoudre les problèmes, pour être plus puissant sur ce qu'il aimerait faire, c'est raisonner. Donc c'est un peu absurde comme ça, et ça n'a aucune valeur de toute façon. Donc voilà, juste à se souvenir qu'en fait, quand il dit à la première personne « Ok, on me demande d'abord de, je vais faire ça, etc. », on a l'impression que c'est vraiment un humain qui raisonne, c'est purement... ça a guidé l'entraînement, et c'est des bribes de ça. Donc voilà. Est-ce que tout ça marche sans vérificateur? C'est la question, parce que là, on n'en a pas trop parlé. Et si on regarde là, en fait, dans ces entraînements-là, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, il y a à chaque fois, vérification, c'est absolument crucial là-dedans. C'est la façon dont ça marche. Il peut pas, comme je disais, il ne peut pas être son propre vérificateur pour aller plus loin. Donc là, évidemment, les solutions et les raisonnements qu'on génère pour l'entraînement, ça a été vérifié par un humain, par un solver, par n'importe quoi. Et de l'autre côté, là, quand on récompense des bonnes solutions, on récompense que celles qui sont vérifiées et pas le reste. Donc c'est absolument crucial. Et puis du coup, on peut se poser la question quand même, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que le LM, il peut rien vérifier? Parce que quand même, il sait faire des trucs. On a vu avant qu'il sait faire des trucs qui sont d'ordre assez général, qui sont du bon sens, du langage, toutes ces choses, théorie de l'esprit, toutes ces choses. Donc ça veut dire que si on a un problème qui est de cette nature-là, il devrait être capable de vérifier ça, si c'est plus flou. Si ce n'est pas une réponse noir-blanc sur un algorithme, mais si c'est est-ce que ce texte est éthique ou est-ce que ça a du sens par rapport au bon sens humain et ce genre de choses, là il est capable de vérifier. Ou est-ce que ce truc est intéressant? Ça c'est peut-être le truc le plus utilisé actuellement. Donc oui, la réponse c'est oui, on peut faire ça. Et donc au lieu d'avoir un scénario où on a le LLM qui génère plein de trucs, et un vérificateur qui est externe, avec du feedback, là on peut dire, non, le LLM il propose toujours des idées, mais c'est lui aussi qui se vérifie, ou un autre, qui a été prompté un peu différemment. Et il va valider des aspects qui sont, comme on a dit, un peu plus style-forme, et typiquement, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et ça ouvre un monde du possible extrêmement grand. Donc c'était juste pour vous faire réaliser ça. Là, il y a des papiers récents, OmniEpic, Adash, tout ça, c'est tout des choses qui en fait essayent de générer une librairie de choses avec des LLM, en utilisant un autre LLM pour dire si oui ou non, d'un point de vue humain, c'est intéressant. Ça, c'est radicalement différent parce que dans l'histoire, en fait, on a toujours essayé d'explorer des espaces gigantesques, de générer par exemple des actions possibles pour un robot et tout ça. Mais si c'est guidé par des maths, ça ne marche pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui est intéressant, ce qui est plausible, etc. Un LLM, lui, il sait. Il sait que si le robot il doit s'envoler, ça ne marche pas. Il y a quand même du bon sens. Toutes des choses comme ça. Donc les situations qui sont ancrées dans la réalité, même imparfaites, approximatives, il va pouvoir les identifier assez objectivement. Et donc on se retrouve dans un truc où en fait on avait ce monde d'IA là, qui permet dans le monde de tous les possibles d'identifier un peu les programmes qui sont intéressants. En final, c'est ça l'IA, c'est vraiment le deep learning. Là, si on prend un petit peu de recul, le deep learning, c'est en gros des méthodes pour aller chercher des programmes intéressants. On peut entraîner un truc qui va distinguer d'un chien d'un chat, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va prédire la structure de molécules. Mais là, on est dans un autre monde. Parce que là, on est un peu dans ce monde des possibles intéressants pour l'homme. On est en fait, on a coupé le cordon. C'est vraiment, on est en roue libre. On peut avoir une recherche ouverte là-dedans où les LLM génèrent des possibilités
et valide si elles sont plausibles, intéressantes, et puis voilà, au fur et à mesure, map cet espace en disant, là, un peu comme nous on fait en sciences, au final, en recherche ou n'importe quel domaine, où on a la frontière de connaissances humaines collectives qui est repoussée petit à petit. On fait jamais de gros sauts, même Einstein, je veux dire, c'est des petites étapes de raisonnement qui disent, ah, et s'il y avait ce scénario, qu'est-ce qui se passe? Et c'est exactement ça qu'ils font. C'est et si cette situation plausible survenait, comment j'arrive à couvrir? Et puis après, voilà, on accumule du savoir et des situations. Et ça, tu prends l'exemple d'Einstein, lui, il est parti d'un a priori totalement pas plausible du tout. C'est-à-dire, si j'étais assis sur un rayon de lumière, comment je pourrais déterminer ma propre vitesse? Donc finalement, lui il était parti d'une situation totalement farfelue pour pouvoir modifier finalement Donc est-ce que on arrive avec ce raisonnement-là, est-ce qu'on arrive à faire émerger des nouvelles idées par l'IA? Évidemment, ouais. Si finalement on remarque que certains partent dans la trajectoire inverse, ils développent par l'absurde quelque chose. C'est ça, ouais. Alors, s'imaginer, au final, le raisonnement, en tout cas pour les grosses théories d'Einstein, il n'est pas. C'est vraiment cette magie d'un peu imaginer des scénarios, mais je veux dire, de se demander si je suis dans un train, j'allume une lampe de poche, est-ce que la lumière, elle va aussi plus vite? Au final, ça s'arrête là. Ça, c'est la magie de ce qui s'est passé dans sa tête. Après, évidemment qu'il faut les compétences pour pouvoir résoudre ça, poser, imaginer qu'est-ce qui se passerait si il y avait la même vitesse dans tous les référentiels. Mais voilà, c'est ça en fait. Après, c'est utiliser les bons outils de maths qui n'existaient pas, ce genre de choses, puis réussir à résoudre ça. Mais l'intuition de base, elle est rien de bien incroyable. Je veux dire, c'est des choses qu'un LM pourrait faire, et le fait d'ailleurs. Donc il y a des AI scientists et ce genre de choses aujourd'hui. Ils font des pas conceptuels qui sont un petit peu plus marginaux, qui ne sont pas encore à soulever les théories, mais quand même qui écrivent des papiers qui sont intéressants pour la communauté, qui sont nouveaux. Donc ces petits pas conceptuels, ils sont capables de les faire. Okay. Et là, pour la théorie des ondes gravitationnelles, c'était la même idée. Sauf erreur, c'est Einstein qui regardait la Lune, qui s'est demandé si y a une météorite qui tombe sur la Lune, moi, du coup, si la Lune s'éloigne, je vais être un petit peu plus léger, mais quand? Est-ce que c'est instantané ou pas? Et du coup, non. C'est en résolvant ça, en imaginant comment ça pourrait, avec les équations qu'il connaissait, se combiner, qu'il a trouvé qu'il y a des ondes gravitationnelles. Donc, c'est ce genre mais la réflexion de base, elle est extrêmement simple. On pourrait s'imaginer qu'un LM regarde ce genre de situation, ou imagine ça, et puis regarde avec les théories scientifiques actuelles, est-ce que j'arrive à couvrir ça ou pas? Au final, c'est ça. Et là, je voulais justement vous montrer, mais peut-être qu'on n'a pas... Ouais, je veux quand même vous montrer. Mais je ne sais pas à quel point vous avez envie de pizza ou pas. Donc il y a quand même des exemples en théorie physique qui sont contre-intuitives. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je sais pas, je pense l'intrication quantique, par exemple, c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif. Et en tout cas, d'imaginer qu'il y a de modifications de spin à des milliers de kilomètres de façon instantanée, compliqué à imaginer pour nous. Moi, je trouve pas, mais... Non, en fait, c'est pas très différent de la théorie classique à ce niveau-là, parce que déjà, c'est pas instantané, parce qu'il faut comparer les résultats, donc c'est qu'il y a une communication classique qui s'établit, donc si on mesure un truc, c'est juste qu'il y a un état corrélé qui s'est formé, donc s'il y a eu une interaction de particules, il y a un état joint, et puis cet état joint, il a une nature un peu différente de par la théorie quantique, mais quand même, ça peut arriver avec des particules classiques aussi, d'avoir un état joint. Et puis si l'un mesure si l'un mesure quelque chose, il va y avoir de l'information sur l'autre, et c'est qu'en combinant les informations qu'ils vont pouvoir résoudre en fait ce qu'ils avaient ou pas. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'instantané, de quoi que ce soit. C'est même en ligne complètement avec la théorie classique. La seule différence entre quantique et classique, c'est juste que l'un est théorie de probabilité classique et l'autre complexe. C'est la seule. Toute l'intrication, tous les autres trucs, en fait, sauf la mesure, sont des non-différences. Quand on parle d'intrication, il y a de l'intrication aussi en classique, aucun problème. C'est juste que la nature des probabilités, elle n'est pas réelle, elle est complexe. Donc à la fin, il faut faire la mesure pour savoir si la théorie, pour savoir la probabilité réelle, un nombre de 0 à 1,
de ce qui va se passer. C'est la seule différence. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est décrit en circuit quantique exactement comme ça. La seule différence, c'est que les circuits qu'on applique ont cette nature complexe et c'est tout. Donc les problèmes d'intégration, de dualité onde-corpuscule, toutes ces choses, c'est des choses qui viennent de l'histoire, qui sont encore enseignées malheureusement à l'EPFL et tout ça. Donc on repasse par les erreurs qu'on a faites, puis après on va se dire « Ah, mais… » Puis à la fin, on arrive au circuit, puis on se dit « Mais en fait, pourquoi ils ne m'ont pas enseigné ça au début ?» C'est beaucoup plus simple quoi, comme représentation. Donc voilà, toutes ces choses sont des non-problèmes en fait. Ouais. Là, par contre, alors ça c'est un des exemples que je voulais vous montrer juste rapidement pour que vous fassiez une image mentale, mais je vous dirai après comment moi j'essaie de l'utiliser. Ça, c'est un peu l'architecture. C'est beaucoup plus simple que ça paraît. En gros, on a une archive de tâches possibles. Donc c'est un petit robot qui vit dans un monde qu'il a écrit lui-même. Donc il peut écrire son propre code. Et puis il peut imaginer, voilà, je suis sur une surface et puis je suis en train de marcher, ou il y a des plaques qui bougent, ou n'importe quoi. Il peut imaginer des scénarios. Et puis, il choisit une certaine tâche. Il y a un générateur de tâches. Donc ça, c'est le générateur, qui est un LLM, comme on a vu avant, qui génère des mondes possibles. Et puis après, il y a un générateur de l'environnement qui correspond. Ça, c'est juste, il doit écrire son propre code pour être dedans. Donc si on lui dit, maintenant, tu es dans un monde avec des plaques qui bougent, il doit écrire son code pour qu'il y ait des plaques qui bougent. Et puis après, ça c'est le truc clé, il y a un vérificateur qui, cette fois, va vérifier si c'est intéressant ou pas. C'est juste ça. Qui va dire, cette nouvelle situation, non, d'un point de vue humain, tes plaques qui bougent dans ce sens-là, c'est pas très plausible, c'est pas intéressant d'un point de vue humain, donc je vais pas l'ajouter à ma librairie. Par contre, si c'est intéressant, cool, je l'ajoute. Ensuite, là c'est une étape supplémentaire, c'est entraîner l'agent, donc ce petit robot, dans ce scénario-là, pour qu'il puisse le gérer. Et puis après, on ajoute ça à une librairie. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va étoffer lui-même son savoir, s'entraîner dans des mondes virtuels qu'il a créés lui-même, et à la fin, il sait gérer toute une panoplie de situations à partir de rien. On n'a rien fait que juste lancer ça en boucle ouverte. Et puis, il a étoffé son savoir, il s'est entraîné dans plein de situations. On commence avec, il est sur une plaque, un monde vide. Et puis, on finit avec, il est en situation de prise d'otage, voilà, des trucs complètement fous. Donc, c'est assez intéressant après de regarder d'ailleurs dans le papier le genre de situation qui émerge de ça. Bon, ça, c'est une étape d'entraînement pas trop avancée, mais il y a vraiment des choses… Voilà, là, il est en train de servir des gens dans un restaurant, enfin, il y a tous des trucs comme ça, quoi. Et c'est tout lui qui a généré ces mondes plausibles. Et si on regarde en détail dedans, c'est assez ce qu'on ferait nous. Donc là, par exemple, c'est une série où on voit les tâches dans l'ordre de ce qu'il a fait. Donc là, il a imaginé, par exemple, 3 trucs possibles, qui est par exemple sauter d'une plaque à une autre, être sur une pente avec des escaliers, tirer dans un but. Et puis après, il a choisi un certain truc, il s'est entraîné là-dedans, il a étoffé, etc. Et puis parfois, il a trouvé que ce n'était pas intéressant. Par exemple, là, il a trouvé que ce n'était pas intéressant de pousser une boîte sur des plateformes dynamiques. Il s'est dit, c'est pas trop un truc humainement intéressant à faire, quoi. Enfin, voilà. C'est ce genre de choses. Ça, alors on se dit, voilà, c'est un contexte spécifique d'un robot qui s'entraîne, etc. Mais on peut quand même imaginer, on peut faire ça. Ça ouvre des possibilités en robotique pour la première fois. Pour les voitures autonomes, pareil, des trucs qu'on ne pouvait pas résoudre. Ça a radicalement changé aussi. Maintenant, ces choses-là peuvent penser des scénarios avant de conduire des millions de kilomètres puis les avoir. Ils peuvent imaginer les exceptions, ils peuvent avoir En plus, ils ont l'éthique humaine en tête quand ils font ça. Donc s'ils s'imaginent, j'ai le problème du tram, il y a une poussette, machin, avec je sais pas quoi, ils vont le résoudre éthiquement avec toutes leurs connaissances éthiques et bon sens humain. Donc ils vont pouvoir se renforcer tout seuls sur toutes ces séries d'apprentissage sans qu'on ait rien à faire. Et ça, c'est quand même un monde assez différent. Et voiture autonome, robotique, tout ça, c'est aussi des mondes un peu qui ne nous touchent pas trop. Mais plus concrètement, si vous avez un produit et puis vous avez des utilisateurs, vous ne savez pas trop comment ils vont utiliser votre produit, eh ben, c'est possible de, plutôt que je conseille évidemment d'aller voir le client aussi, mais je veux dire, plutôt que de faire des focus group, on dit voilà ce que j'ai créé, comment vous allez l'utiliser, voir comment il se casse les dents dessus. On peut aussi dire, voilà ce que j'ai créé, voilà le code, les interactions possibles. Fais ton expérience, accumule tout ça. Donc il va regarder, alors je vais cliquer sur ça, je vais ouvrir ce truc, je vais faire ça. S'il rencontre un bug, il l'ajoute à une bibliothèque, et continue. Et à la fin, on a mappé l'entièreté de, en gros, tous les chemins possibles dans son app, qui seraient intéressants, pertinents pour un utilisateur standard, sans avoir rien fait. Puis il n'y a pas de vérification externe alors. Alors la seule vérification, c'est le bon sens du LLM. Ça veut dire que lui, il ne va pas faire
une série d'actions qui ne seraient pas pertinentes par rapport à ce qu'il sait d'un utilisateur. Mais qu'est-ce qui définit le bon sens de sa vérification? C'est par exemple, je ne sais pas, si c'est une app un peu comme en santé digitale, je sais pas, une infirmière ne va pas chercher à regarder si les valeurs de son patient elles sont négatives, enfin, ce genre de choses. Ouais. Elle ne va pas vouloir tuer son patient, ce genre de choses. Donc il y a des actions qui sont assez logiques par rapport au contexte. En plus, on peut l'ancrer dans un contexte. On peut dire que les standards, c'est selon les lois suisses, c'est un contexte comment on fait ça, de la politique. On peut mettre encore les documents qu'on a de l'organisation qu'on souhaite, enfin, toutes ces choses-là. Mais on peut étoffer automatiquement tout ça. On peut mapper en fait les interactions avant même qu'elles surviennent. Ça, c'est quand même assez cool de se retrouver, on met ça un petit peu en roue libre, et puis après on retrouve juste une série de bugs. Voilà tous les scénarios que le LLM lui-même a identifiés en jouant. Et puis c'est ça qu'il faut résoudre avant même de présenter au client, par exemple. Donc c'est ce genre de recherches ouvertes qui sont assez guidées par l'intuition de bon sens des LLM qui est à toute épreuve. Parce que moi, j'ai quand même l'impression d'avoir un sens éthique, mais par rapport à tous ces benchmarks d'éthique, de bon sens, et puis même de maths et autres, ils nous dépassent. Donc ce bon sens est très puissant. Il ne faut pas le sous-estimer non plus. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc il y a quand même un truc qui a changé assez radicalement dans ces choses-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc on en était, voilà, personne. Oui. L'affirmation jusqu'à présent qu'on entendait de dire que le LLM génère des choses, mais il ne comprend pas ce qu'il génère, c'est toujours vrai? Parce que dans tout ce que tu dis finalement là. Ah non, parce que là on vient de voir qu'en fait il est un bon vérificateur pour certaines choses de lui-même. Ouais. Donc dans un certain sens il comprend, mais comprendre ça veut dire quoi aussi? C'est toujours la même. Même moi, on en revient à la même chose. On peut dire que quand on a, pour moi, enfin c'est évident pour quelqu'un qui est soit en physique ou en neurosciences que tout est émergent. Ça on le sait. Tout est émergent. Il n'y a pas de grand design. Tout ce qu'on est, c'est le résultat le cerveau, par exemple, ce qu'on est maintenant, c'est les 3 dernières années d'interaction avec l'environnement qui le régit, puis pas l'inné de ce qu'on avait au départ. On est en constante évolution et c'est plus ou moins régi par les 3 dernières années, puis par le reste. Le cortex qui nous distingue des singes et autres, qui est responsable surtout de la planification, on l'a vu parce qu'il y a eu des gens qui ont eu un accident que là, puis on a vu qu'ils s'en sortaient plus très bien, aussi en contrôle des impulsions, ce genre de choses. C'est quelque chose qui met extrêmement de temps à maturer. Enfin, c'est autour de 25 ans qu'il est formé. C'est pour ça que les adolescents n'ont pas forcément de contrôle et de planification puissante. Donc ces choses-là, voilà, elles sont. Au final, on n'est pas très loin. On a aussi un peu ces mécanismes-là. Et plus fondamentalement, on a quand même montré maintenant beaucoup d'éléments qui indiquent que le cerveau fonctionne de la même façon qu'un LLM. Je veux dire, c'est pas innocent. La tâche, le pré-entraînement d'un LLM, c'est juste prédire le mot d'après. Et après, il y a tout plein de couches. Il n'y a pas d'entraînement, il y a un pré-entraînement, puis après, il y a un post-entraînement. Ils ont fait ça comme ça. Donc, il y a pré-entraînement, c'est juste, surtout l'Internet, les textes, prédire le mot d'après. Et après, le post-training, alors là, il y a beaucoup de choses. C'est faire qu'il réponde à des instructions, faire qu'il réponde éthiquement, faire que, voilà, qu'il y a des préférences, optimisation par préférence, toutes ces choses-là. Il y a des éthiciens qui disent « Ah, il faut que tu répondes plutôt comme ça que comme ça, etc. » Donc, toutes ces choses-là sont... voilà. Mais à la fin, c'est pas extrêmement différent de ce qu'on est, quoi. Parce qu'on a montré que, en tout cas pour le langage, c'est très clairement quand on regarde ce que les gens font, des prédictions de mots par rapport à... Enfin, des prédictions, non, des phrases, les réactions à des phrases, ce genre de choses, c'est mappable en fait. Il y a une représentation compatible avec les LLM. Donc le genre de production qu'ils font langagère sont un peu du même ordre, avec des mesures, qu'un LLM. Donc dans un certain sens, nous aussi, on anticipe un peu les mots d'après, et puis on est aussi à produire du langage de façon probabiliste. Ouais, puis des fois, on ne comprend pas ce qu'on dit. Hein. Voilà, et puis quand on est en mode système 1, qu'on a un taux de glucose assez bas, qu'on a mal mangé, on est là, puis on ne va pas articuler trop, on ne va pas réfléchir à ce qu'on dit. Puis du coup, par exemple, si on est face à des étudiants, ça c'est clair, on va pas utiliser plus d'énergie à enrayer notre intuition, le système 1, pour être plus juste par rapport à la personne qu'on a en face. On va juste faire probabiliste, allez, c'est égal. Donc c'est un peu ce genre de mécanisme. On a les deux, on peut ajuster nous assez finement, on peut revenir sur nos raisonnements, mais toutes ces choses-là sont présentes et la barrière devient très 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 floue en fait.
est beaucoup plus flou que ce qu'on pense. Et toutes nos certitudes en termes de ce que c'est la compréhension, ce que c'est toutes ces choses qui... Moi, ça m'hallucine encore parce qu'il y a des gens qui disent non, mais tu parles de quoi? C'est dans le dictionnaire. Puis ils me citent le dictionnaire. Je veux dire, ouais, on en est là, quoi. On en est là, alors qu'évidemment, on sait que tout est plus ou moins émergent. Je veux dire, toutes les propriétés, si on prend une molécule d'eau seule, il n'y a pas de concept de liquide, de fluidité, de rien, de mouillé, de toutes ces choses. C'est tout purement émergent parce qu'on met plein de choses ensemble. Puis nous, il se trouve que par rapport à un singe, on met un peu plus de cortex frontal ensemble et puis on a d'autres comportements. Et puis l'IA, on peut mettre plein d'autres trucs ensemble, des multimodales, on n'en est pas encore là, et ça donnera encore d'autres choses. Alors c'est pas aligné avec l'humain, mais ça le dépasse peut-être sur certains aspects. Donc voilà. Donc là, c'était juste pour... c'est pas du tout exhaustif, c'était juste un peu ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là, mais disons entre humain, IA, aujourd'hui on a quand même des points communs très clairs. Alors ça c'est vraiment affirmé dans des papiers scientifiques, si ça vous intéresse je peux vous donner deux, trois références, mais le traitement probabiliste approximatif, il est clairement en correspondance, donc ça on en a parlé maintenant. Au niveau du langage, ça a été clairement montré. Après, plus loin, planification, ça a aussi été un peu montré. Et plus on pousse, peut-être ça va plus loin aussi. Il n'y a pas de raison de penser l'inverse. Il y a des représentations qui sont distribuées dans des patterns d'activation. Donc ça veut dire que quand il y a un truc qui s'allume, coquelicot ou chat ou n'importe quoi, c'est aussi un groupe de choses, et dans le cerveau et dans les LLM. Ce n'est pas du tout les mêmes, mais au niveau calcul pur, c'est parfois compatible. On peut faire des scores de comment une représentation est dans le cerveau et dans un LLM. Je dis LLM, mais il faut bien se rendre compte, c'est pas du tout. Le but, c'est pas de dire que les LLM sont plus proches qu'un autre truc. On pourrait prendre n'importe quel modèle un peu universel et l'entraîner sur les mêmes données, puis on obtient la même chose. La structuration se ferait aussi sous une autre forme. On aurait d'autres représentations, mais on aurait aussi une représentation qui est compatible avec le cerveau. Donc c'est plus la tâche et la capacité du réseau à apprendre des choses qui font le comportement. Donc si on prend un modèle qui a trop de biais inductifs, trop de structures contraignantes, on ne pourra pas apprendre largement. Mais après, dans les modèles qui peuvent apprendre, il y en a tout plein d'architectures. C'est juste que les transformers qui sont derrière les LLM là, sont très efficaces pour faire ça au niveau calcul, au niveau juste entraînement, coût d'entraînement, qu'on fait ça. Mais il y a plein d'autres architectures aussi, qui sont universelles à ce sens-là. Donc ce n'est pas du tout une propriété des LLM. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en tant qu'humain ou LLM, ou un autre modèle universel un peu, capable d'apprendre, c'est l'exposition aux tâches qui fait ce qu'on est. C'est juste ça. Oui. Oui. Il y avait, il y a quelques années, un bouquin qui était sorti qui s'appelle L'erreur de Descartes, de Damasio. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Il avait travaillé sur des patients qui avaient des lésions sur le cortex préfrontal. Ouais. Il avait associé finalement l'incapacité à gérer des émotions avec l'incapacité à résoudre des problèmes de la vie de tous les jours, voire des problèmes mathématiques. Ouais. Donc ça veut dire que là, est-ce qu'on peut sous-entendre finalement qu'il y a une forme d'émotion derrière, ou alors ce principe-là, finalement, il est caduque, cette logique d'interaction entre l'émotion et l'apprentissage, ou la réalisation, elle est peut-être caduque, puisque là, on ne peut pas dire qu'une IA, elle a une émotion, mais elle est capable quand même de générer des raisonnements. C'est comme pour tous les autres complexes. C'est comme tous les autres notions, émotions, compréhension, tout ça. On ne peut pas dire que, on peut pas la définir. Donc on ne peut pas dire que l'humain là n'est pas l'IA. Il n'y a aucune base en fait à ça. Ouais. Par contre, la réponse à ça, c'est juste que oui, ça a été montré en long en large. Il y a un grand militaire, je ne sais plus son nom exactement, américain, il me semble, qui avait justement son cortex frontal entier qui a disparu. Puis il était extrêmement posé et très éloquent et juste avec tout le monde. Et puis tout à coup, il se retrouvait à dire n'importe quoi et à planifier n'importe quoi. Donc c'est très clair que cette zone-là est en majorité responsable. Mais je veux dire, chez nous, l'apprentissage se fait de telle façon que, parce qu'on est lié avec nos sens d'une certaine façon, on a une boîte crânienne en 3D, puis il y a une certaine connectique qui est un peu la même chez tout le monde, de par où les sens arrivent simplement. Et donc sur un LLM, c'est ailleurs. Mais on peut aussi faire ce jeu-là, on peut tirer dans un LLM et puis enlever des bouts, et puis dire, voilà, si on fait toutes des tâches de planification, on regarde les weights qui s'allument, puis on enlève celle-là, puis on regarde quel est le comportement qui ressort. C'est des jeux qui sont faits en neurosciences.
C'est un peu faire des simulations de ce qui se passe si on a un AVC, ce genre de choses. Ouais. Donc ça, on peut faire. Vu qu'il y a un parallèle assez de plus en plus clair, ben, on peut s'imaginer faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, on peut faire ça aussi à un autre niveau d'émergence, et ça a été fait. On peut prendre des agents avec leur bon sens, des petits LLM un peu qui sont bons, qui savent le set d'actions qu'ils peuvent effectuer sur un monde, genre Minecraft, et on voit des sociétés qui émergent toutes seules. Ça veut dire qu'il y a le concept de travail, de fêtes où ils s'invitent les uns les autres, de micro-communautés qui se créent, tout ça émerge spontanément. Donc dans cet espace-là, qui n'est pas celui du cerveau dans lequel on fait des trous, on peut aussi avoir un truc où on dit, d'ailleurs ils l'ont fait, j'introduis une nouvelle religion, qu'est-ce qui se passe? À quelle vitesse la religion est adoptée ou pas? Ça c'est assez marrant à voir parce que c'est très rapide, puis il y a des espèces de sectes, c'est assez drôle. Et donc en sociologie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi avec des espèces de copies de monde, tellement le bon sens est imprégné dans ces choses, que si on leur donne un rôle assez clair, on voit hein, quand on a maintenant des agents en mode vocal à quel point le test de Turing a plus de sens, je veux dire. C'est indistinguable en termes d'émotion dans la voix, tout ça. Donc si on a une personnalité comme ça qu'on met dans un monde virtuel avec un set d'actions, il va se comporter quasiment digne de... Enfin, il va même maintenir un fil rouge qu'on pourrait qualifier de pseudo-conscience, de conscience de lui-même et de ce qu'il est, des actions, de la cohérence avec ses actions propres. Donc toutes ces choses-là, si on met ensemble, on peut faire des espèces de copies de société et voir des mécanismes qui ne sont pas encore à l'échelle de la planète, qu'est-ce qui se passe si Trump dit ci ou autre, mais qui peuvent être intéressants au niveau sociologique. Juste. Donc voilà, il y a beaucoup d'expériences qu'on peut faire avec ces parallèles humains IA. Ouais. Bon, et puis si on veut un peu élargir le truc, ben, on pourrait imaginer que quand on parle d'émotion, en fait, on ne parle pas de raisonnement. Donc là, de la même façon que si on parle du raisonnement de la machine, pardon pour la voix, ouais. Si on parle du raisonnement de la machine, ben voilà, en fait, si on voit les émotions comme une sorte d'énergie qui déclenche le raisonnement, ben à ce moment-là, on pourrait dire aussi que voilà, l'énergie, ce serait l'électricité qui déclenche la machine. Ouais. Après, il n'y a vraiment pas de concept de déclencher. C'est quelque chose de continu, il y a nos sens qui sont actifs. Et on a montré ça de façon fiable, par contre, que le raisonnement n'est pas du tout dépendant du langage. Donc on peut avoir quelqu'un qui maîtrise mal le langage, il raisonne quand même, ce genre de choses, par des accidents, ce genre de choses. Quelqu'un qui perd le langage mais qui a encore la maîtrise, voilà. Donc on sait maintenant que c'est juste, le raisonnement touche à tout plein de choses. On voit aussi dans l'activation simplement du cerveau, donc ça touche à tout ce qu'on qualifie, nous, de émotion, de ci, de ça. Mais tous ces concepts sont flous, c'est juste des activations un spectre d'activation. Et nous, on met des noms dessus parce qu'il y a quand même des catégories un peu grossières qui émergent, comme le système 1, système 2, c'est indéniable que c'est là. Mais ça n'a pas de frontières nettes et tout ça. Ça touche un peu à tout et on réalise aujourd'hui qu'en gros, vu que c'est émergent, on ne peut pas après réduire, on peut pas forcément faire un... Enfin, c'est ce concept un peu d'irréductibilité en fait, de ces phénomènes complexes. Il y a certaines grandes lignes qu'on peut voir émerger, mais on ne peut pas le réduire entièrement à des concepts simples et puis dire ça c'est dans le dictionnaire, c'est ça, etc. De la même manière que la machine peut-elle raisonner vraiment, peut-elle avoir un vrai raisonnement, raisonner vraiment, peut-être que ça veut rien dire, dans le sens où le vraiment c'est synonyme avec raisonner. Oui, oui, alors de dire la nature, oui, de qualifier un raisonnement plus qu'un autre, on n'est déjà pas capable de s'accorder sur ce que c'est. Par contre, ce qu'on peut faire de façon sûre, c'est dire, on a quand même la notion de machine de Turing, et donc est-ce qu'elle est capable d'être Turing complet, enfin voilà, de simuler ces machines-là? Ça, on pourrait dire c'est un mode de raisonnement, c'est la logique, suivre un process. Et ça, on sait que ce n'est pas le cas, mais autant que nous. Donc voilà, sur ces petits pans de raisonnement qu'on associe parfois au raisonnement, on a des réponses claires sur l'algorithmie, par exemple. Mais ça, c'est entièrement compensé par donner des outils. Si on donne assez de trucs de bon sens, et c'est ce qui est fait un outil, ben voilà, on obtient les agents comme sur Cursor, où on peut dire programme-moi un Tetris, ça marche très bien, et puis il va faire le Tetris jusqu'à la fin, on a juste à dire oui, vas-y, c'est bon. Le problème que je vois, c'est penser que le raisonnement, n'est pas lié à l'émotion. La raison chez l'humain, c'est qu'une autre émotion. C'est une émotion, la raison. Une émotion, nous sommes à l'aise, c'est ce qu'on voit. Et si je fais une comparaison avec une machine, la probabilistique, tout ça, ils suivent les modèles dont il est confortable.
c'est tout ça, c'est pour nous le phénomène. C'est pas forcément lié que à l'émotion. Pour moi, c'est un peu les tonalités qu'on donne aux choses. C'est un peu comme quand on a un cocktail d'hormones ou qu'on a mal mangé ou toutes ces choses. Si on arrive avec beaucoup de testostérone un jour, on ne se comporte pas de la même façon, mais c'est pas que ça va enrayer complètement nos raisonnements. Nous sommes des machines biologiques, Ouais. nous sommes des processus d'autopoïèse, et ça, c'est que fait tous ces phénomènes des émotions, des sentiments et des langages. Si nous sommes productifs à dire que le langage, c'est qu'on parle, il y a beaucoup plus. Hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est peut-être ce qu'on apprend le plus quand on fait un peu de neurosciences ou comme ça, ou de la physique, c'est qu'au final, on met des mots sur beaucoup de choses pour fonctionner en société, mais ils n'ont pas de réalité. C'est une réalité très floue. Et puis quand on parle d'émotion, il y a un peu plus de ça, mais tous ces concepts, il y a juste un gros calcul émergent qui se fait, de la même façon que ça se fait dans une IA. Et de ce point de vue-là, on est tous des machines, mais en même temps, le monde entier, parce que le monde est décrivable par une machine de Turing de toute manière. Les règles de la physique, c'est ça. Donc c'est une machine de Turing quantique étendue, mais voilà, c'est quand même une machine de Turing. Donc en gros, il n'y a pas de discernement entre des particules qui jouent leur dynamique et un ordinateur. Donc voilà. Donc d'une certaine façon, oui, si on parle de façon physique, on est tous des machines, au même titre que cette table est une machine et tout le reste. Mais après, voilà, dans la nature du comportement qu'on a, c'est pas exactement la même chose. Donc, grosse digression. Après, par contre, on a encore des avantages clairs, c'est que nous, on est incarné. Peut-être ça ne durera pas avec la robotique, mais voilà. On a des dépendances physiologiques, on en a un peu parlé, donc évidemment que nous, on se comporte aux aléas de ce qu'on a vécu avant un peu plus. Donc le réseau de neurones, il ne va pas, lui, changer de calcul, influencer la façon dont le réseau se comporte selon s'il a eu une dispute avant ou si ça, voilà. Donc en termes d'hormones et tout le reste, c'est clairement un truc qui nous affecte, mais qu'à mon avis, on n'aurait peut-être pas envie que les IA aient, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on a beaucoup de biais dans nos raisonnements, qui sont dépendants du contexte. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui est modalité d'interaction. Donc nous, on a un monde multisensoriel avec lequel on interagit. On peut faire des expériences, ça c'est la grosse différence. Une IA, elle ne peut pas raisonner beaucoup très loin parce qu'elle ne peut pas faire des expériences comme en science. Elle ne peut pas aller dans un labo et dire « Ah, si je verse ça, ça fait ça ». Elle peut faire des expériences textuelles, mais ça n'amène pas aussi loin. Donc voilà, à terme, quand il y aura vraiment un embodiment, un corps et puis des interactions, ça sera un autre monde complètement. Et ça se rapproche plus vite qu'on pense parce qu'on le fait déjà dans des simulations. C'est-à-dire que ces machins, ils apprennent, mais juste dans un monde qui est virtuel pour l'instant. Et après, côté IA, il y a clairement des avantages nets. C'est mémoire de travail qui n'est pas 6 éléments, mais quasiment illimité. L'accès direct à des vastes quantités de données, ça, on l'a tous vécu. Donc cette intégration fine avec tous les outils spécialisés. Donc on peut directement comprendre, quel que soit le langage de programmation, comment faire son truc. On n'a pas à le refaire à chaque génération, parce que nous, on doit faire 10 ans, 15 ans d'études pour arriver à quelque chose. Et puis à 80, ça s'arrête. Et puis la rapidité de tout ça et tout ça. Donc évidemment que quand on met ces deux mondes ensemble, on peut imaginer un peu le genre de feature qui arrive. Voilà. Et là, je voulais juste finir sur ça. C'est pour moi les gros messages, en gros, de ce qui s'est passé, c'est qu'il faut quand même, malgré tout le contexte, de tout ce que les journalistes essayent de faire passer et autres, tous ces pseudo-gens qui ont discuté, touché à ChatGPT et puis essayer de dire des choses sur du raisonnement, de la compréhension, tout ça. Le truc indéniable, c'est que les LLM aujourd'hui, c'est les premiers systèmes 1 artificiels au monde. Ça n'a jamais été fait, on pensait que c'était impossible, que c'était beaucoup plus facile de faire du contenu que de la forme. Et en fait, on a réalisé que la forme, c'est beaucoup plus simple, c'est émergent. Par contre, le contenu, maintenant, on se galère un peu pour faire des moteurs de recherche qui sont factuels et tout ça, c'est plus compliqué. Et les modèles système 1, 2, c'est maintenant. Donc ça, on les a déjà un petit peu et ça va faire que s'accélérer. Et pas oublier que l'anthropomorphisation, c'est un vilain défaut, mais dans les deux sens, en guillemets. Donc c'est pas surestimer, ne pas surestimer l'IA. Ça, alors c'est bon, ça on le fait dans les médias, pas de problème. Mais pas non plus l'humain. En disant, quand on dit l'humain, lui, comprend, ça veut dire quoi? Toutes ces choses dont on a parlé, là, la neuroscience, si on s'y raccroche un peu, on voit qu'en fait, on descend un petit peu de notre piédestal. Voilà.
C'est tout ce que je voulais dire. Juste pour pas te couper dans la structure, au niveau temps, tu as besoin de combien? Parce que comme ça, on peut commander gentiment les pizzas. Là, c'est ma conclusion. Hein. Ok. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est la conclusion. Ouais. Voir si c'est possible. Dans les vidéos d'avant, tu as parlé de cas de que vous utilisez l'intelligence artificielle pour entraîner de nouvelles personnes qui rentrent dans les projets. Ouais. Ça, Dans quel projet dans les domopènes. Les nouveaux employeurs, Ah, vous utilisez l'intelligence artificielle pour entraîner de nouvelles personnes. oui, on utilise, enfin, on a un flux de développement aujourd'hui qui est guidé par l'IA, oui. Comme vous le faites, Ça, c'est un autre, c'est vraiment au niveau de l'outillage et de la méthode de travail avec l'IA. Ça, on peut en parler, mais c'est pas exactement le même sujet. C'est même pas dépendant des raisonnements, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors on peut améliorer les systèmes 1, par exemple un Claude 3.7 ou un GPT 4.0, en faisant ces manipulations, en entraînant sur des problèmes et tout ça. On aboutit à des choses qui, sur les benchmarks, sont nettement supérieures et tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours Claude 3.7 ou autre qui marche le mieux pour moi dans mes interactions parce que c'est moi qui fournis le raisonnement. Donc je veux qu'il raisonne bien, qu'il aille loin, mais je n'ai pas besoin qu'il aille très loin parce qu'au final, c'est moi qui vais interagir avec lui au fur et à mesure de la journée et puis je vais du coup le guider. Donc je n'ai pas besoin qu'il fasse tout le raisonnement à ma place. Donc c'est ce mode d'interaction. Pour moi, je n'ai pas vraiment besoin, même si c'est cool de l'avoir, mais de systèmes beaucoup plus puissants. Pour moi, ça me convient bien aujourd'hui. Il fait les parties très loin de raisonnement avec le bon sens et tous les best practices que je peux imaginer. Et puis le reste, je comble moi avec mon expertise. Donc je n'aurai pas besoin d'évolution à ce niveau-là. Après, évidemment que plus ils avancent, plus ils font des étapes tout seuls. Et puis à terme, on aura des vrais agents. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vrais agents. Malgré le Manus chinois et tous ces trucs qu'on entend, il n'y en a aucun. Moi, je ne connais pas une seule application qui est agentique vraiment. Il y a des workflows d'IA. Si on est sur N8N ou ce genre de trucs, ces plateformes, on peut créer un workflow. C'est-à-dire, on peut dire, tu vas prendre de mon WhatsApp, faire un truc, puis après j'ai un output. Ça, c'est pas un agent. Ça, ils disent agent parce que c'est du marketing. Un agent, c'est quelqu'un qui s'auto-gouverne et qui va prendre les décisions et qui va adapter ses workflows de façon ouverte. Donc on n'en est pas là du tout. Et peut-être à terme, en allant vers ces choses qui sont l'interaction avec le monde physique, capacité de planifier, ce genre de choses, qui viennent de l'interaction vraiment, ça va émerger naturellement. Moi, je trouve ça... Enfin, j'y mettrai ma main à couper, mais on n'est pas encore là, quoi. Donc pour l'instant, c'est à nous aussi d'interagir avec ces choses. Elles ne peuvent pas être autonomes complètement. Voilà. Merci. Merci. Parfait, donc merci beaucoup Jean-Edouard. Et maintenant, comme d'habitude, le but c'est de continuer la discussion de manière conviviale. Donc les pizzas arrivent, vous pouvez commander à boire et puis c'est parti. Top. Merci. Merci. Bravo.